Aujourd'hui, non, je ne vais pas vous faire un résumé, je vais faire mieux que ça. Aujourd'hui, je vous présente pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, pas 6, pas 7, stop. Je vous présente aujourd'hui 6 threads d'horreur longs. C'est bon pour vous? J'ai vu que vous appréciez les vidéos de compilation et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo longue mais de threads d'horreur inédits de la chaîne. Pas mal, non? Vous me direz ce que vous en pensez. Non, parce que moi je me fais chier à faire des threads d'horreur toutes les semaines, plus des grosses vidéos, et vous aimez plus les compiles. Je sais pas trop quoi en penser. Ah non, pas de soucis, je suis pas vexé, je comprends. Pas du tout. Pas du tout. Vous voulez quoi? Que je vous fasse une vidéo que toutes les 2 semaines? Avec plus de threads d'horreur dans des vidéos très longues? Je sais pas. Dites-le moi dans les commentaires. Et avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier le sponsor du jour, CyberGhost VPN. Qu'est-ce qu'un VPN donc? VPN veut dire réseau privé virtuel en français. Et avec CyberGhost VPN, toute votre activité sur internet passe par un tunnel VPN sécurisé. Votre adresse IP est cachée et vos données sont scriptées. En plus de ça, le groupe est expert du déblocage de contenu géo-restreint, c'est-à-dire qu'en un clic, vous pouvez consulter tout le contenu à l'étranger que vous ne pouvez pas voir avec une adresse IP en France. Et quand je dis tout, c'est tout. Des sites web, des vidéos YouTube ou des catalogues de plus de 40 services de diffusion en streaming comme Netflix, Disney+, Prime Video et bien d'autres. En d'autres termes, vous pourrez profiter de programmes exclusifs d'autres pays dans le monde entier. En plus, un seul abonnement peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps, afin que vous puissiez le partager avec votre famille et vos amis ou simplement protéger tous les appareils de votre maison. Alors, commencez à protéger votre vie numérique et votre anonymat en profitant d'un prix très réduit tout en soutenant énormément la chaîne. Tout ça en cliquant dans le premier lien de la description. Merci de m'avoir écouté et retour à la vidéo. Bref, aujourd'hui, on part au fin fond des threads d'horreur dans des thèmes tous différents. Comme vous pouvez le voir, je suis même assis tellement la vidéo va être longue à tourner. Alors posez-vous, vous aussi, mettez-vous dans une ambiance sombre et terrifiante et on est parti pour ces 6 threads d'horreur. Générique. La première histoire, c'est celle de Clémentine. Elle nous explique qu'elle vit dans le sud-ouest de la France et qu'elle a aujourd'hui 18 ans. Mais lorsque les faits se passent, elle n'en a que 12. Son histoire se déroule donc pendant les grandes vacances entre la 5e et la 4e. Cette année-là, sa famille et elle vont en Italie pour la 3e fois de suite. Cette fois-ci, cependant, elle se rendent dans le sud de l'Italie, près de Naples. C'est précis. Comme d'habitude, elle loue une petite maison proche de la plage. Cependant, cette maison a quelque chose de particulier, car la salle de bain se trouve à l'extérieur. À part cela, tout va bien. La maison est propre, rien d'anormal. Durant ses vacances, comme lors de toutes les autres, Clémentine dort dans la même chambre que ses 2 sœurs, qui sont plus âgées, afin de payer moins cher en ne louant que 2 chambres. Comme je le disais, mis à part ce petit inconvénient de la salle de bain, il n'y a aucun souci. Et elle nous précise que c'est la première année que les propriétaires louent la maison dans laquelle ils sont, donc ils tiennent à tout leur montrer. Ils sont même un petit peu aux petits soins avec eux. En partant, les propriétaires leur donnent les dernières consignes, dont celle de bien fermer les volets à clé, car il y a eu dans le passé des tentatives d'intrusion de la part de nombreux migrants dans ce coin. Allez hop, c'est raciste. Non, je rigole, c'est normal de fermer, de pas avoir envie qu'on rentre chez soi, que ça soit des migrants ou n'importe qui. La première semaine de vacances se passe bien. Ils font quelques escapades dans le sud de l'Italie, mais la plupart du temps, ils vont à la plage qui est à 20 minutes à pied. La plage est très belle selon Clémentine. Et en plus, elle est chaude et très claire. L'ennui, c'est qu'elle ne capte pas du tout de réseau. Du moins, elle explique que elle et ses sœurs ne reçoivent rien du réseau italien, car elles reçoivent les messages de la France, ce qui est un peu étonnant, car en revanche, elles ne reçoivent pas les messages qu'elles s'envoient entre elles, qui est un peu embêtant pour communiquer. Bref, malgré ça, la première semaine se passe, et à la fin de la première semaine, la sœur de Clémentine attrape un rhume, qui est assez embêtant pour elle et son autre sœur, car elle se met à ronfler. On arrive donc maintenant à la 2e semaine, et les premiers jours, elles se lèvent tôt, car elles font beaucoup de visites. Sauf que, étant donné que sa sœur ronfle, Clémentine passe de très mauvaises nuits. La fatigue s'accumule, et finalement, un jour où ils ne font rien arrive. Le matin, elle et sa famille vont à la plage, mais l'après-midi, étant donné l'état de fatigue de Clémentine, ils décident tous de rester à la maison pour se reposer. Et c'est là que les ennuis arrivent. Sa famille, finalement, s'ennuyant dans l'après-midi, décide de partir et elle se retrouve seule à la maison. À l'époque, elle n'a pas de portable, mais son père lui laisse souvent le sien quand elle reste seule, au cas où. Elle va se coucher, mais elle n'arrive pas à s'endormir. Elle décide de se lever et de commencer à jouer sur le portable, et 10 minutes plus tard, quelqu'un sonne. Elle est surprise, mais elle se dit que c'est probablement un voisin qui n'est sûrement pas au courant que les propriétaires ont loué. On sonne une 2e fois, mais elle est absorbée par son jeu, donc elle s'en fiche. De toute façon,
ce n'est certainement pas pour eux, car ils ne sont là que pour 2 semaines. Juste après, elle entend un bruit métallique, mais elle n'y prête pas attention, pensant que cela vient du voisin. Un peu plus tard, elle a besoin d'aller aux toilettes, et lorsqu'elle a fini de faire pipi, en baissant la tête pour prendre du papier toilette, elle aperçoit entre les barreaux du volet fermé un homme, la tête penchée, la langue pendante. Le mec a la langue pendante comme ça, c'est un chien ou c'est un mec? Elle est immédiatement terrifiée, mais elle ne fait pas de bruit, et l'homme, quant à lui, reste immobile. Elle se dit alors qu'avec le contraste de luminosité entre l'extérieur et l'intérieur, il n'a pas pu la voir. Elle pense immédiatement que cet homme est un fou, au premier sens du terme. Elle se réfugie donc dans la chambre de ses parents, prend le téléphone et un couteau, paniquée. Elle essaie de faire semblant qu'il y a du monde à l'intérieur en appelant ses parents et ses sœurs, mais comme personne ne répond, la panique monte de plus en plus, car d'un moment à l'autre, pour elle, elle en est certaine, le fou peut rentrer dans la maison. Elle décide donc d'envoyer un message à tous les derniers contacts de son père en se disant qu'ils vont sûrement répondre rapidement. Dans ce message qu'elle envoie, il y a écrit « Dites à mes parents qu'il y a un fou à la maison s'il vous plaît, il faut qu'ils viennent rapidement ». Elle termine d'envoyer un 5e message quand tout à coup, l'homme tente de rentrer par la seule fenêtre du salon où les volets ne sont pas fermés. Elle le voit distinctement à ce moment-là. Il est chauve, plutôt fin et de taille moyenne. Elle sait qu'elle n'a que quelques secondes pour agir avant qu'il ne soit à l'intérieur de la maison. Et elle sait aussi qu'elle ne fera pas le poids face à lui. C'est pourquoi elle prend son courage à 2 mains, elle prend le couteau, essaie de paraître plus imposante qu'elle ne l'est et crie de toutes ses forces en frappant contre la fenêtre. Surpris, l'homme s'éloigne. Elle reste encore dans le salon et continue de crier de toutes ses forces tout en pleurant. Mais un autre problème se pose. Elle ne sait pas si cet homme est un vrai déséquilibré mental et surtout, elle ne sait pas où il est car le jardin est plutôt grand. Elle attend donc dans le salon, le couteau à la main et elle n'entend plus rien. Mais chaque petit bruit qu'elle va entendre après ça lui provoque un stress monumental. Elle hésite alors à appeler à l'aide de toutes ses forces ou écouter si l'homme est toujours là. Et elle décide finalement d'appeler à l'aide en ouvrant la fenêtre et en criant dans toutes les langues possibles qu'elle connaît. Mais il n'y a aucune réponse des voisins. Et en même temps, elle nous explique qu'elle profite de l'occasion pour insulter l'homme. Au calme. Par la suite, il vient la demi-heure la plus longue de sa vie. Sans aucune nouvelle de l'extérieur, sans nouvelle de cet homme, rien. Puis, enfin un appel. C'est sa mère. La communication est mauvaise, mais elle entend sa mère dire que son père et l'une de ses sœurs arrivent en courant. Elle reste au téléphone avec elle. Sa mère essaie de la calmer comme elle le peut. Elle attend alors encore de longues minutes, 10 minutes pour être précis, et à nouveau, elle entend des bruits de pas et ce bruit métallique. Elle ne sait pas si c'est l'homme ou sa famille, elle est terrorisée. La porte s'ouvre et elle voit son père. Elle s'effondre dans ses bras en pleurant, saine et sauve. Elle n'aura pas le poids face à lui. C'est pourquoi, au final, ils font le tour du jardin et il n'y a plus personne. Le bruit métallique qu'elle entendait provenait en réalité de l'endroit par où l'homme passait pour arriver dans le jardin. C'est une cuve de fioul pour le gaz qui avait été déformée par le poids de l'individu. Les propriétaires arrivent le lendemain en catastrophe et elle leur décrit comment l'homme était. Finalement, tout le monde pense que c'était un cambrioleur, car ils ont retrouvé un tournevis chez le voisin. Et donc, ils pensent que ce n'était pas quelqu'un qui voulait vraiment du mal à Clémentine, mais plutôt quelqu'un qui pensait qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Et il a été sûrement surpris de voir quelqu'un, et une petite fille en plus avec un couteau, foncer contre la fenêtre et taper le plus fort possible tout en criant. Que je comprends, si j'étais cambrioleur, j'aurais eu peur aussi. Mais je suis pas cambrioleur, calmez-vous. Clémentine nous explique que même 5 ans après, elle ressent toujours autant d'émotions en partageant cette histoire. Il vient la demi-heure la plus longue de sa vie. La prochaine histoire, c'est celle de Amanda, et elle nous explique qu'elle vit dans un petit village de montagne qui n'est pas desservi par les transports publics. Elle doit donc prendre sa voiture pour se rendre à la gare la plus proche afin de prendre un train pour aller travailler. Elle explique qu'il y a 2 chemins qui mènent à son village. L'un d'eux suit la plaine puis monte à travers plusieurs petits hameaux. Il est plus long mais éclairé et suffisamment large pour croiser 2 voitures. L'autre traverse une forêt, est étroit et non éclairé, mais il est plus rapide. En règle générale, elle emprunte le premier chemin par commodité. Mais ce soir-là, un client insistant les avait forcés à fermer le magasin après 21h. Le temps de prendre son train et d'arriver à sa voiture, il était près de 22h. Elle n'avait pas encore mangé et elle était fatiguée. Elle a donc décidé, pour une fois, de prendre la route de la forêt. Et vous vous en doutez, c'était pas une bonne décision. Il faut environ 20 minutes de conduite dans les bois pour atteindre le bord du village. Cependant, après une dizaine de minutes et un virage abrupt, comme il y en a souvent sur les routes de montagne, elle a vu quelque chose au milieu du chemin. Il y a de nombreux sentiers pédestres qui traversent la zone et certains touristes se garent au bord de la route pour les emprunter, mais rarement la nuit, et encore moins en hiver. Elle freine donc brusquement pour éviter d'écraser l'objet et se rend compte qu'il s'agit d'une bicyclette. Apparemment, c'est le vélo 93 de l'armée suisse, qui est là, abandonné, presque au milieu de la route. Sachant qu'une dame âgée du village a l'habitude de faire du vélo sur cette route, elle sort de la voiture, laissant les phares allumés et commence à appeler. Madame Guignard, pensant qu'elle aurait peut-être fait une chute en contrebas de la route. Elle s'approche du précipice et appelle à nouveau. Il y a quelqu'un? C'est à ce moment-là qu'elle entend comme un grognement et qu'elle voit quelque chose bouger dans les arbres en contrebas. Cette forêt est pleine d'animaux, mais la forme est trop indistincte dans l'obscurité pour qu'elle puisse dire ce que c'est. Prise de peur, elle se retourne avec l'intention de retourner à sa voiture pour prendre son téléphone portable, mais quand elle se retourne, le vélo a disparu. Et non éclairé, mais il est plus rapide. Elle commence à paniquer et regarde autour d'elle. Au-delà des premiers arbres, tout est plongé dans l'obscurité et elle entend à nouveau ce bruit, comme un grondement de gorge.
Alors qu'elle avance en direction de sa voiture, les phares s'éteignent, c'en est trop. Elle se met à courir, saute dans la voiture et essaie de la redémarrer, mais rien n'y fait, la batterie est morte. Excuse-moi, mais cette histoire c'est un enchaînement de malchance quand même. Je sais pas ce que t'as fait, mais à mon avis le karma il t'aime pas trop. Et tu penseras à plus prendre cette route STP, merci. Elle verrouille donc ses portières manuellement et prend son portable. Elle appelle une dépanneuse qui lui dit qu'ils seront là d'environ 1 heure. Elle passe le temps d'attente à regarder des vidéos drôles pour se détendre, mais elle jure qu'à 2 reprises, malgré la faible luminosité de ce chemin forestier, elle voit une énorme masse indistincte tourner autour de sa voiture. Il lui semble même que cette chose, quelle qu'elle soit, touche l'aile droite et fait bouger le véhicule. Ok, tout va bien, pas de stress, hein. Déjà, moi, s'il y a quelque chose qui fait bouger ma voiture et en plus je suis dans le noir au milieu de la forêt, je serais pas très bien. Alors qu'Amanda est au bout des nerfs, la dépanneuse arrive en plein phare. Et bien sûr, alors qu'elle est descendue pour accueillir le dépanneur, elle est toujours sûre qu'il n'y a aucune trace du vélo ni de la chose qu'elle a cru voir. Le mécanicien a réussi à redémarrer la voiture en branchant la batterie et elle peut conduire jusqu'au garage le plus proche. Ensuite, elle prend un taxi pour rentrer chez elle en lui précisant bien qu'il doit prendre l'autre route. Très bonne initiative. Plus tard, elle apprend que l'alternateur de sa voiture a grillé. C'est la raison pour laquelle la batterie ne se rechargeait plus. Mais ce qui est étrange, lui dit le garagiste, c'est que ce ne sont pas quelques minutes de phare qui auraient pu vider complètement la batterie. Depuis lors, elle ne prend plus la route de la forêt, même en plein jour, même en plein été, car elle a trop peur de l'ombre qui y est tapie. Mais rien n'y fait, la batterie. Peu importe ce que c'était, je l'aurais pas pris de toute façon la route, hein. Voilà, c'est terminé, c'était une fois, c'est pas deux, voilà. Même quand t'es pressé, c'est pas grave, on met un peu plus de temps, nique sa mère, voilà, je suis pas pressé, tout va bien, cette route c'est terminé, c'est ciao. Elle a une dépanneuse qui lui dit qu'ils seront là d'environ 1 heure. La première histoire, c'est l'histoire de Luna et elle nous raconte quelque chose qui s'est passé il y a quelques mois. À ce moment-là, elle vivait seule avec un chat à Angers, dans un appartement où l'immeuble est assez vieux. Cela faisait 1 an qu'elle vivait là et elle ne croisait jamais ses voisins. Elle explique qu'elle est cuisinière et qu'avec ses horaires, elle croise rarement les personnes ayant les horaires les plus normaux. Cependant, elle les entendait dans le couloir quand ils rentraient ou à travers leur porte quand elle partait travailler, mais elle ne les voyait jamais. Détail important sur l'immeuble pour la suite, c'est un vieil immeuble avec un interphone. Elle explique que son immeuble est composé de 2 étages avec 2 appartements au rez-de-chaussée, 2 appartements au premier étage, dont le sien, et un appartement au deuxième. Les portes d'entrée ont 2 serrures, une serrure classique et une serrure à l'ancienne qui ne sert à rien mais qui est là. Elle explique aussi qu'elle est la dernière arrivée dans l'immeuble. Nous sommes maintenant une nuit alors qu'elle rentre du travail, un peu plus tard que d'habitude, après un gros service. Quand elle rentre du travail, elle explique qu'elle aime bien vivre un peu, même s'il est tard. Elle ne va pas se coucher tout de suite, elle regarde des vidéos, joue et fait plein d'autres choses. Donc ce soir-là, c'est la même chose, mais vu qu'elle est plutôt fatiguée, elle regarde juste une vidéo, prend sa douche et se met au lit. Elle est dans son lit et à 1 h du matin, elle entend frapper à sa porte. Elle se dit, attends, rêve ou pas? Clairement, parce que je me serais posé la même question, moi à 1 h du matin ça toque chez moi, déjà je vais pas ouvrir, hein, voilà, donc on est clair. Et en plus, je me pose la question, c'est dans mon cerveau ou pas? Et clairement, elle se rend compte qu'elle ne rêvait pas. Puis elle se dit, si c'est la voisine, parce que j'ai fait trop de bruit avec ma vidéo, tant pis, elle reviendra demain. Elle dit ça parce que la voisine lui avait déjà laissé un mot pour lui dire que sa télé était trop forte le soir. Bref, clairement, elle ne voulait pas ouvrir. Il est 1 h du matin et elle est bien installée dans son lit, elle ne bouge pas, mais elle a un mauvais pressentiment. Le problème, c'est qu'après ça, elle n'a pas entendu de pas s'éloigner, ni de pas dans les escaliers, alors qu'elle avait bien fait attention pour voir si la personne partait. 5 minutes plus tard, le mauvais pressentiment est toujours présent, et elle décide donc de se lever pour aller voir. Elle se lève tout doucement et n'allume aucune lumière. Elle ne veut pas faire de bruit. Elle s'approche de sa porte d'entrée, qui est éclairée par les lumières de la ville grâce à une fenêtre dans l'entrée, et quand elle y arrive, elle remarque 2 choses. Elle avait oublié de fermer sa porte à clé, et elle aperçoit un œil qui regarde à travers l'ancienne serrure. Du travail, un peu plus tard que d'habitude, alors à ce moment-là, elle se précipite sur la porte et l'ouvre en demandant assez fort ce que la personne fait là. Alors moi j'aurais pas ouvert, je me serais précipité sur la porte pour la fermer à clé. Ok, réaction hyper chelou, mais ok, vous auriez fait quoi? Vous auriez ouvert la porte vous aussi parce que c'est moi ou personne n'aurait ouvert la porte? Et là, elle voit une adolescente avec les cheveux noirs, un t-shirt trop grand pour elle et des baskets classiques. Baskets classiques, c'est sa description, hein. Et cette adolescente ne lui répond pas. Elle a l'air effrayée et ne prononce pas un mot et elle repart en marche arrière tout en ayant toujours un visage effrayé. À ce moment-là, Luna est dans un sentiment étrange. Elle est à moitié effrayée, à moitié énervée et elle ne pense pas une seconde à lui demander si elle a besoin d'aide. Elle répète simplement « Qu'est-ce que vous faites là ?» Mais l'adolescente continue de s'éloigner et une fois qu'elle est assez loin, Luna ne comprend rien, elle ferme sa porte et elle ne réalise pas ce qui vient de se passer. Elle prend 2 minutes pour réfléchir et commence à culpabiliser un peu d'avoir réagi ainsi, mais une nouvelle fois, on frappe à la porte. Elle va l'ouvrir, elle se dit que c'est peut-être un autre voisin qui a entendu quelque chose ou qui a vu la même chose qu'elle, et sur le palier, c'est la même jeune fille, moins effrayée, qui la regarde de haut en bas. En même temps, elle est en sous-vêtements aussi, et elle lui demande si elle a du café, à 1 h du matin. À ce moment-là, Luna est toujours énervée, mais elle ne se pose pas de questions, elle veut juste que ça se termine. Elle lui dit d'attendre devant la porte
porte et de faire attention à ce que le chat ne sorte pas. Elle se rend dans sa cuisine, même si elle sait qu'elle n'en a pas, car elle ne boit pas de café, encore moins à 1h du matin, mais après la scène précédente, elle ne veut pas la brusquer davantage. Elle préfère faire semblant de chercher pour lui montrer qu'elle n'est pas si méchante. Ok, Luna, t'es définitivement chelou. Moi, j'aurais dit désolé, j'ai pas de café, merci, bonne journée, au revoir, enfin bonne nuit. Va des rétro Satanas. Voilà ce que j'aurais fait moi. Mais bon, après, chacun est différent. Hein. Donc Luna revient de la cuisine et voit que la jeune fille est carrément rentrée chez elle. Luna se précipite vers elle et lui dit qu'elle n'a pas de café et lui demande de sortir de chez elle. La jeune fille sort sans dire un mot et elle semble de nouveau effrayée. Et finalement Luna lui ferme la porte au nez et elle entend la jeune fille partir. À ce moment-là, elle met un petit bout de temps avant de se rendormir et le lendemain elle cherche absolument à voir un voisin pour lui demander s'il connaît la voisine du dessus. Quand elle entend son voisin de palier sortir de chez lui, elle sort aussi, le salue et lui demande s'il connaît la voisine du dessus. Le voisin lui demande si elle est sûre que c'est bien la voisine du dessus. Elle répond que oui car personne n'a sonné à l'interphone et qu'elle l'a entendu repartir vers le haut. Le voisin lui répond: alors je suis désolé mais ça fait bien longtemps qu'il n'y a personne qui vit au dernier étage. Garde de haut en bas. En même temps elle était en sous-vêtements. Voilà, et j'avoue que je suis bouche bée et que j'ai eu des frissons en lisant juste cette phrase. Parce qu'il faut savoir, juste petit détail, hein, que des fois je découvre des parties d'histoire en lisant. Et là je suis pas bien du tout. Là c'est vraiment le genre de truc, parce que vous commencez à me connaître, qui me met pas bien. Voilà, le truc paranormal et tout, j'ai envie de me tirer une balle, voilà, tout simplement. Luna nous explique que dans les semaines qui suivent, elle a décidé de déménager. Et je la comprends, hein, parce que moi j'aurais pas attendu des semaines, hein, je serais parti le jour même. Le voisin me dit ça, je fais excellent, excellent. Allez, bah c'était sympa de vous avoir rencontré et je vous dis à très bientôt, hein. C'est ciao. Chacun est différent, hein. Donc Luna revient de la cuisine. La prochaine histoire, c'est celle de Chloé. Et son histoire s'est passée en été 2016 lorsqu'elle avait 19 ans. Elle était alors jeune locataire d'un duplex avec son ancien compagnon dans une ville de province. Leur duplex était collé à d'autres appartements, ce qui leur donnait l'impression d'être dans une maison, sans personne au-dessus d'eux. Ils avaient l'habitude de voir et de saluer leurs voisins, contrairement à Luna juste avant. C'est mieux du coup, hein. Et ils entretenaient de très bonnes relations avec eux. À cette époque-là, étant donné qu'ils étaient en plein été, Chloé et son compagnon avaient remarqué qu'un couple de voisins était sans doute parti en vacances, ne les voyant plus déjà depuis 2 semaines. Par la suite, elle explique que son compagnon, ayant trouvé un nouvel emploi dans la grande ville située à 35 minutes de voiture chez eux et n'ayant pas de voiture, il avait décidé de dormir pendant un mois chez son frère qui vivait dans cette ville. Pendant ce temps, leur duplex était en pleine rénovation extérieure avec des échafaudages tout autour. Vous sentez venir la patate. Le hic, c'était que la chambre de Chloé avait une forme de carré et 2 des 4 murs étaient entièrement vitrés, sans volet extérieur, seulement des rideaux occultants. J'aurais pas pris l'appartement, voilà, terminé. Non mais je donne mon avis parce que bon, voilà quoi, 2 grandes vitres sans volet, c'est le meilleur moyen de vivre des threads d'horreur et des films d'horreur tout court, hein. De plus, elle explique qu'en plus de ça, l'un des rideaux était cassé. Ainsi, si quelqu'un montait sur l'échafaudage, il pouvait facilement l'observer en train de dormir. Voilà, voilà. Tu veux pas toi aussi aller chez le frère de ton mec par hasard pour éviter ce qui va se passer? Entre temps, elle avait remarqué que 2 nouveaux voisins venaient d'emménager dans l'un des appartements où il y avait des précédents voisins. Ces 2 hommes étaient grands et particulièrement costauds. En bref, son instinct ne lui inspirait pas confiance lorsqu'elle se trouvait en leur présence, comme si son instinct essayait de lui dire quelque chose. Bref, quelques jours passèrent et ces 2 hommes continuaient à se poser sur l'échafaudage, passant leur temps à fumer et à boire jusqu'à très tard dans la nuit. Chloé, peu rassurée et se retrouvant seule sans son compagnon, avait peur de dormir, craignant que ces hommes puissent monter sur l'échafaudage et la regarder pendant son sommeil, qui la rendait insomniaque. Un matin, elle se rendit à son travail à pied, étant donné que son travail était à seulement 5 minutes de marche de chez elle. Et c'est à ce moment-là que les ennuis vont commencer. Ce jour-là, les 2 hommes vont la suivre et l'insulter pendant qu'elle marche. Ne comprenant pas pourquoi il l'insultait, tout en la suivant, Chloé se dépêcha d'arriver à son travail. À ce moment-là, elle travaillait en tant qu'hôtesse de caisse. Le même jour, les 2 hommes passèrent à sa caisse sans rien dire, mais la fixant d'un regard agressif. À ce moment-là, elle était très inquiète et décida d'en parler à sa chef, au cas où il se passerait quelque chose un jour. Quelques jours passèrent encore, on est environ 4 semaines après le départ du couple de voisins, et 2 semaines après l'arrivée des 2 hommes. Entre-temps, Chloé tenait son compagnon informé, mais elle ne voulait pas qu'il rate son travail à cause de simples peurs infondées de sa part. Infondées ? Ils t'ont insulté dans la rue pour aucune raison, ils habitent juste à côté de chez toi, infondé. C'est pas ce que j'appellerais infondé, mais bon, c'est pas grave, pas de soucis, hein. Bah, moi, tu serais ma meuf, tu me dis ça, je te dis, c'est ciao le taf, et je les démarre, c'est bon, hein. Parce que costaud ou pas, vous inquiétez pas, moi je suis un fou, ok. Vous me connaissez pas, vous êtes là, vous me voyez raconter des threads et tout ça, je suis posé, je suis un mec posé, t'as vu. Vous savez pas, vous savez rien, ok. Pourquoi je fais le zub? Je sais pas. Bref, un matin, en buvant son café, elle aperçut un homme debout près de la porte d'entrée de sa voisine d'en face, observant son appartement. Et elle trouvait cela étrange.
mais elle ne le prend pas plus en compte et elle se prépare tout de même à partir pour aller au travail. Mais c'est en ouvrant sa porte qu'elle voit une équipe du GIGN entrer en courant dans l'appartement collé au sien et on en déduit que l'homme qu'elle a vu debout quelques minutes avant devant la porte était en réalité un membre de l'équipe habillé en civil pour observer les alentours. Un chef ayant vu Chloé sortir de chez elle lui demande ensuite si elle n'aurait pas par hasard vu deux hommes grands, costauds et tatoués récemment. À ce moment-là, pour rien nous cacher, elle nous explique que des larmes de peur montent jusqu'à son visage. Et elle lui répond qu'en effet, elle les avait remarqués et qu'ils ne lui inspiraient rien de bon du tout. Puis le chef la laisse partir. Chloé devant les travailler, elle prend la route de son travail et elle arrive là-bas. Et 1 heure après s'être installée à sa caisse, sa chef vient la voir. Et elle lui dit « Chloé, tu sais, quand tu me parlais de tes voisins bizarres, bien ils sont passés à ta caisse un jour, c'est ça ?» Elle lui a répondu « Oui, oui. Et il y avait même le GIGN chez moi ce matin à leur recherche. » Sa chef ouvre grand les yeux et lui dit « Eh bien, les gendarmes ont regardé les caméras de surveillance du magasin pour voir à quoi ils ressemblaient. Ils m'ont dit que ces hommes sont 2 tueurs à la machette, originaires de Paris, et en cavale, et qu'ils se sont cachés dans un appartement. » Et je suis un mec posé, t'as vu? À ce moment-là, Chloé est tétanisée et elle explique perdre toute connexion avec le monde. Elle réalise qu'elle aurait pu être leur prochaine victime, qu'elle a eu beaucoup de chance alors qu'elle était seule sans son compagnon et qu'il connaissait son lieu de travail et de résidence. Elle se dit que c'est fou qu'ils se soient cachés ici, aussi loin de Paris, mais surtout, elle réalise qu'ils ont sans doute observé pendant des mois les appartements et les habitants pour déterminer quand ils pourraient s'y installer. Le couple de voisins est revenu, mais ils ont évidemment déménagé. Chloé et son copain ont fait de même. Était en réalité, décidément, les déménagements c'est commun dans les threads d'horreur, j'ai l'impression. Il se passe des dingueries, hop, c'est ciao, c'est ciao, c'est ciao. Elle n'aurait pas par hasard vu 2 hommes grands. On passe maintenant à la 5e histoire. Cette histoire c'est celle de Manon et elle explique nous la raconter pour que ça serve de mise en garde. Voilà, j'en dis pas plus, vous verrez. Elle explique qu'elle a 30 ans aujourd'hui et qu'à l'époque elle avait 14 ou 15 ans. Elle habitait chez ses parents, pas très loin de Rennes, dans une vaste campagne parsemée de forêts. Elle avait pour habitude de se balader souvent dans les environs qu'elle connaissait très bien pour échapper à sa famille. Elle explique que ça ne l'a jamais dérangé de vivre isolée comme ça et que c'est juste plus chiant quand on est jeune et qu'on veut se déplacer. Elle passait donc de longues heures, parfois des jours entiers même, bien après la nuit, dehors à vadrouiller dans la nature avec son iPod et parfois son appareil photo. Elle n'a jamais eu de problème particulier, ni avec les animaux, qui s'évitent facilement, apparemment, ni avec des humains, à part peut-être avec quelques chasseurs. Ce jour-là aurait pourtant pu être très différent. À 2-3 km de chez elle, elle traverse un champ pour rejoindre une petite route de campagne peu fréquentée et se dirige vers un autre champ avec une petite forêt en contrebas. Il doit être maximum 15 heures, elle a le temps et pas envie de rentrer chez elle tout de suite. Elle porte des bottes en plastique, un jean qu'elle aimait bien et un t-shirt publicitaire basique. Elle a ses écouteurs et elle vit sa meilleure vie en marchant dans l'herbe et en évitant les bousses de vache. Campagne oblige. Et lorsqu'elle arrive sur la petite route, tout est calme et elle marche au bord sur le talus de droite. Elle doit enjamber 2 petits fossés et sauter par-dessus pour continuer son chemin. Et lorsqu'elle saute un des petits fossés, son jean déjà un peu déchiré se déchire au milieu de ses fesses, de l'entrejambe jusqu'à la couture du côté du pantalon. Elle explique donc qu'elle a une fesse à l'air, portant seulement un string en dessous et ayant peu d'options, elle se dit que ce n'est pas grave, qu'elle finira à son tour et qu'elle rentrera se changer après. Ainsi rafraîchie par un petit courant d'air, surtout dans le cul, J'ai tout donné, ok? Donc rigolez s'il vous plaît. Donc ainsi rafraîchie par un petit courant d'air, elle continue à longer le bord de la route. Pour une raison qu'elle ignore encore, elle se dit qu'il faudrait qu'elle change de côté sur la route. Du talus de droite, elle passe donc au talus de gauche et elle se dit qu'elle veut marcher en bordure du champ, qui est à environ 2 mètres au-dessus du niveau de la route. Elle grimpe péniblement en essayant de ne pas agrandir le trou de son jean et quelques mètres plus loin, en continuant de longer la route et le champ, elle croise une voiture assez vieille, presque en mauvais état. Elle voit dedans un homme de plus de 30 ans qui roule vite et croise son regard en la dépassant. Mais il y a quelque chose dans ce regard qui la met mal à l'aise instantanément. Par sécurité, et pour mieux entendre ce qui se passe autour d'elle, elle enlève un écouteur. Et sans se retourner, continuant à avancer sur cette bordure de champ surélevée, elle entend la voiture s'éloigner sur quelques mètres sans ralentir. Puis brusquement, elle entend le bruit très soudain de crissement de pneus, comme si on avait pilé, voire peut-être mis le frein à main. Un des petits fossés, son jean déjà un peu... Et c'est à ce moment-là que Manon se mit à courir. Pas du tout. Mais c'est ce que vous devez faire dans cette situation, d'accord? Écoutez-moi, je suis de très bons conseils. À ce moment-là, donc, elle n'est pas du tout rassurée et commence à envisager ses options de fuite. En y réfléchissant, elle se rend compte qu'elles sont peu convaincantes, ces options, et qu'elle ne veut pas redescendre sur la route. Et elle sait clairement que dans son rétroviseur, l'homme a vu son jean déchiré et donc potentiellement ses fesses. Tout de suite après le freinage, elle perçoit le son de la boîte à vitesse, puis d'une marche arrière rapide. Elle ne veut pas tourner la tête, mais elle imagine très bien ce qui se passe derrière elle. Elle voit alors la voiture la dépasser à nouveau en marche arrière et l'homme ouvrir sa porte de voiture avec un grand sourire. Il lui dit bonjour, lui demande ce qu'elle fait là toute seule, si elle est perdue et où elle va.
Elle continue à avancer au même rythme pour ne pas montrer sa peur, tandis que lui continue de reculer à sa hauteur. Assez vite, elle se dit qu'il est préférable d'être poli mais ferme. Elle lui répond donc qu'elle va très bien et qu'elle rentre chez elle, où elle est attendue et qu'elle n'a pas besoin d'aide. Il insiste alors pour la ramener chez elle avec sa voiture. Il dit qu'il est fils d'un paysan, qui a une ferme juste à côté et qu'il pourrait l'y emmener si elle le souhaite. Elle répond à nouveau avec son plus grand sourire que ce n'est pas la peine. Il insiste de plus en plus pour qu'elle monte dans sa voiture, puis au fur et à mesure, il change de voix, mais elle ne devient pas plus agressive. Au contraire, il devient de plus en plus gentil, avec un ton de plus en plus doux, pour lui dire qu'elle n'a pas le droit d'être là, que le paysan à qui appartient le champ dans lequel elle se trouve ne serait pas content du tout et qu'il pourrait prévenir la police. Il lui demande donc, comme on appâte un chaton, de descendre et de rentrer avec lui avant que quelqu'un ne la voie. Je vous plains tellement les filles, je vous plains tellement. Vous pouvez pas vous balader le cul à l'air sans qu'un mec pile devant vous fasse une marche arrière et veuille absolument vous faire monter dans sa voiture. Après il était peut-être très gentil, qui sait. Moi je me serais peut-être arrêté parce que si je vois quelqu'un au bord de la route avec un jean déchiré, je me dis bon peut-être qu'elle a besoin d'aide. Par contre j'aurais pas insisté comme un gros lourdeau, clairement. Mais bon, il est peut-être très gentil, il a peut-être juste envie vraiment de la raccompagner et d'être vraiment gentil. Faut pas toujours voir le mal partout, c'est pas parce qu'on est dans un thread d'horreur que tout de suite le mec il est con quoi. J'y crois pas moi-même, hein, je vous inquiétez pas. Bref, après avoir raconté ça, elle sait très bien qu'à ce moment-là, il essaie de raconter toutes les conneries possibles pour la faire monter dans sa voiture. Et c'est au même moment qu'arrive en face d'elle une autre voiture, plutôt récente. Et elle voit dedans un couple un peu âgé rouler prudemment alors qu'ils vont devoir dépasser le mec arrêté malgré la route très étroite. Le vieux conducteur la regarde et elle essaie de communiquer sa détresse pour qu'il s'arrête, mais rien à faire, le couple a l'air méfiant et les dépasse sans sourciller. Ah, ce fameux effet Kitty, pour ceux qui connaissent pas aller faire des recherches. Je vais éviter les problèmes, je ne m'arrête pas, voilà, il y a déjà quelqu'un d'arrêté en plus, donc s'il y a un souci c'est déjà fait, voilà. Bref, ne vous sentez pas en sécurité même quand vous êtes avec d'autres gens ou qu'il y a d'autres gens qui passent. Hein. Juste ça. Bonne ambiance. Bon, elle se dit qu'au moins, si elle disparaît, elle aurait été vue peu de temps avant, mais ça ne la rassure pas pour autant. L'homme étrange, quant à lui, toujours avec la portière ouverte, les regarde s'éloigner avec un sourire. Il commence alors à lui dire qu'elle est belle, lui demande quel âge elle a, lui il lui donne son âge, et il lui dit qu'il est célibataire. Bon, au final, voilà, c'est pas juste un mec gentil, on a compris, c'est bon. Cette fois, on est sûr. Elle répond un peu plus sèchement, lui dit son jeune âge et que de toute façon, cela ne va pas être possible. Il ne semble pas gêné par ce qu'elle lui dit et poursuit son harcèlement. Il veut absolument savoir où elle habite. Elle lui donne une adresse à peu près opposée à sa maison. Elle envisage de taper un sprint dans le champ, mais elle sait qu'en 5 secondes, il l'aura rattrapé. Il se dit qu'il ne faut surtout pas qu'elle panique ou qu'elle montre de la peur. Pour l'instant, il insiste de plus en plus, avec une voix de plus en plus menaçante. Il veut qu'elle rentre dans sa voiture. Il fait de grands gestes, sans presque plus tenir son volant, parce que je vous rappelle qu'il est toujours en train de reculer, tout doucement pour la suivre, et sa voiture tangue dangereusement vers le fossé. Elle lui dit sans le regarder qu'il faut qu'elle rentre maintenant, sinon ses parents vont s'inquiéter. Et ajoute « Désolé, bonne journée ». C'est à ce moment-là qu'il a complètement pété les plombs. Elle explique qu'on aurait dit une bête enragée. En un instant, il a pris un couteau de chasse dans sa portière, a arrêté sa voiture, est sorti et l'a menacé en disant « Ça suffit, salope. Maintenant, tu descends et tu mets tes fesses dans la voiture. » Elle a été un peu surprise et une alarme s'est mise à sonner dans sa tête. Elle explique qu'il était proche, mais pas tant que ça. Un fossé et 2 mètres de hauteur du champ les séparaient. Vu son gabarit, il était costaud, mais il n'était pas très sportif et aurait probablement du mal à monter avec son couteau. Dans le pire des cas, s'il montait, elle pouvait essayer de sauter, prendre sa voiture, qu'elle pouvait peut-être conduire ou du moins se barricader rapidement à l'intérieur. Elle se mettait à réfléchir à toute vitesse sur ce qu'elle pouvait faire, et la meilleure solution qui lui est venue en une fraction de seconde peut sembler complètement débile, pourtant elle pense que c'est grâce à elle qu'elle n'a rien eu. Alors qu'elle avait le couteau pointé vers elle, elle se met à éclater de rire. Ça lui paraît durer une éternité où elle rit bruyamment et où elle voit sa main tremblante lui tendre la lame. Mais à ce moment-là, elle voit dans ses yeux quelque chose qui change. Il a l'air perturbé, presque paniqué. Il baisse lentement son bras, la regarde bizarrement pendant quelques secondes, puis monte dans sa voiture sans un mot et part à toute vitesse. Elle ne comprend pas pourquoi il a réagi comme ça. Moi je comprends, hein. Alors je suis pas agresseur, mais personnellement, si je devais me mettre dans la tête du mec qui veut t'agresser, se dit je vais l'agresser, je vais lui faire peur avec un couteau, et qu'en face de toi, t'as la meuf qui est 2 mètres au-dessus de toi et qui se tape une barre, je pense que ça me ferait flipper, hein, et que moi en tant qu'agresseur je me barrerais aussi. Je pense pas qu'il s'attendait à cette réaction. Et donc elle explique que c'est probablement cela qui lui a permis de le faire partir et de mettre une distance maximale entre eux. Après cet événement, elle veut rentrer chez elle, mais elle est un peu paranoïaque. Elle se demande si elle n'est pas suivie. Elle court jusqu'à la forêt, essaie de reprendre ses esprits et rentre en faisant de grands détours, vérifiant constamment ses arrières. Elle n'a jamais raconté ça à ses parents. Ils lui ont seulement demandé comment elle a déchiré son jean. Elle raconte ça à une copine sur Messenger en arrivant dans sa chambre, et c'est en voyant sa réaction qu'elle réalise qu'elle aurait vraiment pu ne jamais rentrer. Moralité, pour elle, faites attention partout, même dans les zones qui paraissent désertes. Ne mettez pas de jean trop serré quand vous crapahutez dehors, et écoutez toujours votre instinct
train quand il vous dit de changer de trottoir. Heureusement qu'elle a changé de côté sur la route, sinon elle aurait été à sa hauteur et ça se serait probablement passé différemment. Elle explique qu'elle ne l'a jamais revue, mais elle est toujours restée beaucoup plus prudente dans ses déplacements. Elle regarde toujours les voitures autour d'elle pour voir si ce n'est pas la sienne. Et part à toute vitesse. Et dernière morale, si vous vous faites agresser, rigolez. Inch'Allah, ça marche. Alors, je suis pas agresseur, mais la prochaine histoire, c'est celle de Marion, et elle nous raconte quelque chose de terrifiant qu'elle a vécu. Elle nous explique que c'est une histoire qui montre que l'instinct est quelque chose de puissant, et que même si on pense connaître quelqu'un, il faut se méfier. Elle a encore des frissons et presque des larmes qui montent quand elle la raconte. Tout commence pendant l'année scolaire 2018. Étudiante en droit, elle envisage de faire une année au Pérou afin d'améliorer son espagnol et de découvrir autre chose. Elle arrive donc au Pérou au mois de mars. Il faut savoir que le rythme scolaire est différent d'une autre là-bas, pour commencer son année scolaire. Elle postule alors dans un bar afin d'avoir un job à côté des études et gagner un peu d'argent. Elle explique qu'elle habite en plein centre-ville, au 4e étage, dans une rue animée, non loin de ce bar. Et alors qu'elle y travaille, elle remarque très vite un garçon péruvien, Christian, qui vient quasiment tous les jours. Ils commencent à discuter et il lui explique qu'il habite à la campagne, dans une ferme avec beaucoup d'animaux près des montagnes, mais que c'est un peu loin du centre-ville. Les jours passent et ils deviennent de plus en plus complices. Ils commencent à flirter, à se voir en dehors du travail, etc. Plusieurs mois passent et finalement ils se mettent ensemble. À ce moment-là, il vient souvent dormir chez elle. Par souci de praticité, elle ne va pas chez lui pour avoir toujours le bar à côté d'elle. Les mois passent et tout se passe merveilleusement bien. Le pays lui plaît, la ville est très jolie, même si elle n'a presque pas de temps pour visiter, et les études se passent bien. On arrive maintenant encore un mois et demi plus tard, alors qu'elle attend ses règles, mais elle a des douleurs au ventre atroces. Cela dure plusieurs jours et ça la cloue au lit tout le week-end. À ce moment-là, elle n'a pas l'impression que c'est passager et encore moins que c'est normal. Et elle a un très mauvais pressentiment. Le lundi matin de la semaine d'après, instinctivement, elle sent qu'il faut qu'elle rentre en France et elle réserve un billet pour le vendredi. Elle décide à ce moment-là de couper les ponts avec Christian parce qu'elle n'aime pas les adieux et qu'elle a envie de rester seule pour plier bagages et se reposer. La réaction de Christian ne se fait pas attendre et elle n'est pas très positive. Il ne prend pas très bien le fait qu'elle le quitte sans explication et demande à la revoir. Il lui dit qu'il va prendre soin d'elle si elle est malade et qu'elle ne doit pas rester seule. Mais elle ne cède pas. Il lui envoie tous les jours des messages insistant, lui disant qu'il veut la revoir une dernière fois. Il veut lui dire au revoir et l'aider à aller mieux. Le mercredi, il lui propose même de venir passer ces derniers jours chez lui à la campagne pour découvrir le pays, les lamas et prendre l'air. Il est vraiment adorable avec elle, mais elle ne se sent pas de bouger et décline encore sa proposition. Le vendredi matin, elle lui envoie un dernier message de remerciement car elle a passé de bons moments avec lui et qu'il ne méritait pas qu'elle le plante comme ça. Le dimanche de son retour, alors qu'elle est de retour en France, elle a enfin ses règles, mais grande surprise, elles ne sont pas rouges, mais d'une couleur indigo. Elle appelle immédiatement donc sa gynécologue qui lui donne un rendez-vous le lendemain matin à 8h. Elle s'y rend très stressée et raconte tout dans les moindres détails à sa gynécologue. Elle explique qu'il faut savoir que Christian et elle étaient toujours protégés lors de leur relation. Sa gynécologue, elle, fait des prélèvements et les envoie à Paris où se trouvent les laboratoires les plus compétents pour analyser les échantillons. Elle lui dit qu'elle la tiendra au courant dès qu'elle aura des retours. Mercredi, donc 2 jours après, sa gynécologue la rappelle en lui demandant de se rendre à son cabinet car elle ne communique pas les résultats par téléphone. Elle se rend alors directement là-bas et avant de lui expliquer ses résultats, sa gynécologue lui pose quelques questions un peu étranges. Elle lui demande « Avez-vous été en contact avec des morts au sein d'un hôpital, avec des gens malades? Ou Christian a-t-il été en contact avec des morts ?» Elle lui explique que non, elle travaillait dans un bar et Christian vivait à la campagne dans sa ferme, sans trop comprendre ce que sa gynécologue veut sous-entendre. Et là, c'est le choc. La révélation de sa gynécologue la sidère. Elle lui explique que la molécule qu'ils ont retrouvée dans les échantillons ne se retrouve en général que sur des morts ou des personnes très malades. Elle explique que cette molécule n'est pas dangereuse, mais qu'en grande quantité, elle peut causer quelques maux de ventre. Elle lui dit qu'il va falloir qu'elle lui donne plus de renseignements complémentaires sur Christian, son nom, son numéro, son adresse et tout ce qu'elle peut. Et qu'elle contactera les autorités pour s'assurer qu'il ne se passe rien de grave. Marion rentre chez elle, abasourdie par ces nouvelles, choquée et perturbée. Quelques jours passent avant qu'elle n'entende parler à nouveau de cette histoire. Finalement, c'est la gendarmerie qui l'appelle. Il lui explique qu'ils ont contacté les autorités péruviennes qui se sont rendues chez Christian, au fin fond de la campagne, isolé de tout, avec pour seul accès de petits chemins privés. Chez lui, qu'ils ont trouvé est horrible. Elle en a encore des frissons plein le corps, rien qu'à y penser. Ils ont retrouvé 5 jeunes femmes, toutes étrangères, mortes, allongées dans des lits. Christian entretenait des rapports sexuels avec chacune d'elles. À ce moment-là, elle n'est pas loin de s'évanouir. Sa gynécologue lui pose quelques questions un peu étranges. Le gendarme continue et lui explique qu'il a été arrêté et emprisonné. Après avoir raccroché, elle s'assoit et prend quelques minutes pour réfléchir. Elle comprend alors, instantanément, qu'elle était la prochaine sur sa liste et qu'elle a échappé à tout ça grâce à son instinct et grâce à cette bonne étoile qui lui a chuchoté de rentrer en France et de ne pas le revoir. Et aussi, malgré tout, grâce à ton mal de bide et à cette molécule qui t'a transformé tes règles de rouge à indigo. C'est un petit peu grâce à tout ça, mais on est content que tu sois là pour nous raconter cette histoire. Et tu as bien fait de refuser d'aller chez lui pour voir du pays et qu'il prenne soin de toi. Pas grand chose d'autre à dire, de grave.
Marion rentre chez... Bon bah premier degré, j'ai plus de salive là. C'est simple, là je peux plus parler de la journée et j'ai plus de caleçon non plus tellement je me suis chié dessus. Non, sérieusement, j'espère que ça vous a plu. Faites-le moi savoir dans les commentaires si vous préférez ce genre de contenu plus long. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et si le cœur vous en dit, souscrivez à la chaîne pour m'aider directement financièrement et profiter d'avantages exclusifs. Et moi, je vous indique la prochaine vidéo juste ici. Et sur ce, je vous souhaite une excellente matinée, nuit, journée, ce que vous voulez et je vous fais un bisou la famille. Oui, c'est toujours aussi long et toujours aussi malaisant. Et lui explique qu'il a été arrêté et emprisonné. Après avoir raccroché, elle s'assoit et prend quelques minutes pour réfléchir. Elle comprend alors, instantanément, qu'elle était la prochaine sur sa liste et qu'elle a échappé à tout ça grâce à son instinct et grâce à cette bonne étoile qui lui a chuchoté de rentrer en France et de ne pas le revoir. Et aussi, malgré tout, grâce à ton mal de bide et à cette molécule qui t'a transformé tes règles de rouge à indigo. C'est un petit peu grâce à tout ça, mais on est content que tu sois là pour nous raconter cette histoire. Et tu as bien fait de refuser d'aller chez lui pour voir du pays et qu'il prenne soin de toi. Y a pas grand chose d'autre à dire. Je tiens à remercier une fois de plus notre sponsor CyberGhost VPN. Si vous êtes à la recherche d'un excellent service VPN à un prix incroyable tout en soutenant énormément la chaîne, cliquez sur le lien dans la description et obtenez une confidentialité numérique complète pour seulement 2,03 € par mois, plus 4 mois gratuits et un très gros soutien à la chaîne. Merci encore. Bon bah premier degré, j'ai plus de salive là. C'est simple, là je peux plus parler de la journée et j'ai plus de caleçon non plus tellement je me suis chié dessus. Non, sérieusement, j'espère que ça vous a plu. Faites-le moi savoir dans les commentaires si vous préférez ce genre de contenu plus long. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et si le cœur vous en dit, souscrivez à la chaîne pour m'aider directement financièrement et profiter d'avantages exclusifs. Et moi, je vous indique la prochaine vidéo juste ici. Et sur ce, je vous souhaite une excellente matinée, nuit, journée, ce que vous voulez et je vous fais un bisou la famille. Oui, c'est toujours aussi long et toujours aussi malaisant.